Bonsoir, bienvenue dans ce 20h, les principaux titres de ce tour complet de l'actualité nationale et internationale. La cohérence des plans d'action prioritaires pour la période 2017-2020 était au centre du séminaire gouvernemental. Désormais, chaque trimestre, les ministres devront soumettre au président de la République un bilan de leurs actions prioritaires. La Côte d'Ivoire est à 100 jours des 8e Jeux de la francophonie. Le compte à rebours a donc commencé. Robert Begremande, ministre en charge des Jeux de la francophonie, rassure, tout est prêt. Dans ce 20h, le grand angle sera consacré à la mobilisation autour de l'agriculture, des reportages relatifs à la production et au prix du kilogramme de cacao. Il sera question d'un nouveau plan d'appui aux producteurs et l'avenir de la filière mangue en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, moins d'une semaine après une première vague de manifestations d'ampleur dans la ville, l'opposition continue de réclamer la démission du président Jacob Zuma. Désormais, chaque 3 mois, les ministres ont obligation de soumettre au chef de l'État un bilan de leurs actions prioritaires. C'est l'une des recommandations faites à la cérémonie de clôture du séminaire sur l'action gouvernementale pour la période 2017-2020. Awa Touré. Au thème de ce séminaire qui a vu chaque département ministériel décliner ses plans d'action prioritaires, le gouvernement s'est doté d'une base commune de travail. Cette planification à moyen terme devrait conduire à plus d'efficacité dans la mise en œuvre des projets de développement, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce séminaire a permis, d'une part, de capitaliser les acquis indéniables enregistrés au cours des années précédentes et, d'autre part, de maintenir, voire de renforcer la dynamique de croissance économique dans la perspective d'un développement plus durable et de plus en plus inclusif. Cette vision à moyen terme constitue le cadre de référence opérationnelle de la mise en œuvre du programme du président de la République. Les actions prioritaires retenues, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont pris en compte les décisions issues des conseils présidentiels. Le gouvernement est donc appelé à accélérer les réformes institutionnelles, structurelles et sectorielles en vue de renforcer la stabilité macroéconomique et d'améliorer l'environnement des affaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, le cap est donc fixé à travers ce plan d'action 2017-2020 pour relever tous les défis liés donc à l'environnement intérieur et extérieur, ainsi que les opportunités créées par le processus de transformation économique, sociale et culturelle que vous avez impulsé. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour sa part félicité de cette approche de programmation à moyen terme qui permet une meilleure lisibilité et la cohérence dans la mise en œuvre des actions gouvernementales sur toute la période retenue. Ces actions devront permettre d'apporter des solutions concrètes susceptibles de répondre aux besoins des Ivoiriens, tout en favorisant une croissance économique forte et plus inclusive. Nous devons nous donner les moyens de mettre en œuvre ces engagements en améliorant notre potentiel de financement. Je suis heureux de constater que vous avez vous-même indiqué qu'il faut notamment optimiser la collecte des ressources fiscales, améliorer nos interventions sur le marché monétaire sous-régional et mobiliser davantage les appuis des partenaires techniques et financiers. Je vous invite sur ce dernier point à être diligent quant à l'utilisation des ressources de nos partenaires, à être regardant sur l'efficacité des dépenses
Le recours au marché des capitaux constitue également une alternative que nous devons utiliser en veillant à la soutenabilité de la dette. Notre dette extérieure est à un niveau raisonnable, mais nous avons le souci de traiter la question de la dette intérieure et du passif. C'est en adressant ces questions de remboursement de la dette intérieure et des passifs validés que nous pourrons permettre aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, d'avoir un peu plus d'oxygène pour participer à la croissance et à la prospérité. Pour assurer le suivi de l'exécution du plan d'action prioritaire, un bilan trimestriel de sa mise en œuvre sera présenté à la présidence de la République et au gouvernement par chaque ministère. Rendons-nous maintenant à la primature où le portail de déclaration et du paiement des impôts en ligne a été lancé officiellement par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le e-impôt sera le moyen privilégié utilisé désormais par les entreprises pour satisfaire leurs obligations fiscales. Au 5 avril, plus de 1000 adhérents ont déjà permis de recouvrir plus de 25 milliards de francs CFA. Rappelons que le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État a engagé ces dernières années des réformes en vue d'améliorer le système de recouvrement des impôts, des réformes essentiellement basées sur les technologies de l'information et de la communication. Cette cérémonie de lancement du e-impôt, le paiement des impôts en ligne, a été l'occasion pour le Premier ministre de revenir sur l'importance de cette réforme. Nous écoutons donc le chef du gouvernement. À l'échelle nationale, cette réforme consolide le positionnement de notre pays dans le domaine de la collecte de l'impôt, devenant ainsi l'un des pionniers de l'UEMOA à faire ce saut vers la digitalisation. Cette réforme devrait contribuer à améliorer la productivité des entreprises à travers une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des procédures fiscales. Il s'agit donc d'une innovation majeure qui va, j'en suis convaincu, changer significativement la donne en matière de recouvrement des impôts. Et la Direction générale des impôts du ministère en charge du budget et du portefeuille de l'État s'est fixé comme objectif une recette de plus de 2000 milliards de francs CFA cette année 2017. Des millions d'enfants ne sont pas inscrits à l'école. Selon l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies en charge du programme d'aide à l'éducation, 2 millions d'enfants sont également sans extrait de naissance. Un petit tableau, des élèves assis sur des tables bancs en plein air, sous cet arbre. C'est dans ces conditions que ces enfants apprennent à lire et à écrire. À un pas de là, une baraque sous laquelle Noël dispense les cours. Une école de fortune fondée par ce jeune volontaire à la Riviera Bonoumé dans la commune de Cocody. C'est en 2010 que je suis venu dans ce quartier. Et quand je suis arrivé, les jours... Nous allons donc revenir sur ce reportage. Nous poursuivons donc le cours normal de ce 20h. La Côte d'Ivoire est à 100 jours des 8e Jeux de la francophonie. Le ministre auprès du président de la République en charge de ces Jeux a lancé le compte à rebours. Jour J-100, Robert Brugmambé rassure, tout est prêt. Infrastructures sportives et culturelles seront à la disposition de l'ensemble des participants. Issa Yeo. 100. C'est le nombre de jours avant le démarrage des festivités des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, prévu du 21 au 30 juillet 2017. À l'occasion, le ministre auprès du président de la République en charge de ces Jeux, Robert Brugmambé, a lancé le compte à rebours jour J-100 à l'hôtel du district au plateau. Nous allons mobiliser toutes nos sœurs, nos mamans, pour que dans les villages des Jeux, elles prennent le pouvoir et offrent à tous les athlètes et à tous les artistes un séjour mémorable. Les jeunes qui seront la partie volontaire de ces Jeux devraient saisir leur chance pour montrer que dans ces pays, nous avons une jeunesse très organisée. Pour rappel,
C'est en mars 2013 que la Côte d'Ivoire est désignée par le Conseil permanent de la francophonie à Paris, en France, pour abriter ces Jeux. Dès cette annonce, un comité de pilotage des 10 Jeux constitué de 3 organes est mis en place. Le 27 juillet 2016, le chef de l'État Alassane Ouattara donne un coup d'accélérateur à l'organisation de cet événement en nommant Robert Begré-Mambé, ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Sous sa houlette, les plans d'action opérationnels portés par chacune des 17 commissions techniques sont en fin d'achèvement. Au titre des sites construits, le village des Jeux de la francophonie à l'Institut national de la jeunesse et des sports, le canal au bois, la salle de tennis de table. Les travaux sont réalisés à près de 90%. Pour les infrastructures réhabilitées, à savoir le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Vélodrome, le stade Robert Champroux, la Bibliothèque nationale et le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, les travaux effectués avoisinent les 92%. On en vient maintenant au grand angle consacré à la mobilisation autour de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Commençons par cette concertation ici à Abidjan entre dirigeants des structures de gestion interne et externe du cacao, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ces deux pays fournissent 50% de l'offre mondiale du cacao, nous dit Noël Gnagno. Le Ghana et la Côte d'Ivoire pèsent à eux seuls 50% de l'offre mondiale du cacao. Paradoxe, ils subissent la loi du marché, c'est-à-dire la volatilité des cours et leur impact négatif pour les producteurs. Les dirigeants du Conseil Café-Cacao de Côte d'Ivoire et le Ghana Cocoa Board sont en conclave ici à Abidjan pour résoudre cette équation déterminante pour la durabilité de la cacaoculture dans leurs pays respectifs. Avec au bout du compte une stratégie commune de commercialisation de leurs brins. Sur 2 jours, ils vont visiter tous les champs en Côte d'Ivoire et au Ghana, aborder toutes les questions portant sur la production, sa qualité, les questions de commercialisation interne et externe, et se donner les moyens d'une maîtrise totale de l'environnement du marché mondial. Pour mémoire, c'est en 2012 que les deux structures ont jeté les bases de cette coopération qui, souhaitons-le, va prendre forme ici, à Abidjan. De 725 francs CFA, le prix Borchamp du cacao a atteint le record de 1000 francs, plus de 1000 francs CFA pour la campagne 2007-2017. Et depuis le 1er avril dernier, le prix connaît une baisse de plus de 30%. Alors, question, comment les producteurs gèlent-ils cette baisse de leurs revenus? Comment comptent-ils s'y prendre pour le futur? Les réponses avec Noël Gnagno. Le cacao, sa récolte s'effectue sur 2 périodes dans l'année. La récolte principale ou grande campagne. Elle part de septembre à janvier et peut s'étendre jusqu'en mars. La seconde ou campagne intermédiaire s'effectue entre juin et juillet. Incident de cette répartition temporelle, les prix pratiqués en rapport avec la nature des fèves récoltées. Si sur 2 campagnes 2014-2015 et 2015-2016 les prix n'ont pas varié, cette année, le prix fixé pour la campagne intermédiaire est fortement influencé par la baisse du cours mondial. La cause, principalement la surproduction dans la quasi-totalité des pays producteurs. La Côte d'Ivoire aura une production globale importante. Il en est de même du Ghana voisin, de l'Équateur, du Cameroun, du Nigeria, de l'Indonésie. Pendant que cette production augmente, nous constatons que la demande dans le monde reste mitigée. À Méagui, à plus de 400 km d'Abidjan, dans la nouvelle boucle du cacao ivoirien, la surproduction est de mise et s'explique. Quand la réforme est venue, les planteurs ont commencé à se retrouver. Ils ont commencé à entretenir les plantations. Parce que les revenus étant faibles quand il n'y avait pas la réforme, ils ne pouvaient pas entretenir les plantations. Ce qui fait que les plantations étaient restées dans la broussaille. Mais depuis la réforme, cette année, c'est ça qui a fait qu'il y a eu surproduction. Autre donnée à souligner dans la région, le prix en baisse de 30% par rapport à celui de la grande campagne est malgré tout accueilli avec bienveillance parce que respectant la parole donnée. L'État nous a dit qu'il allait nous donner 60%. Et réellement, quand on prend nos petits bics et les calculatrices qu'on a aujourd'hui, on voit que ce qu'il a dit, il a respecté. Bon, on ne peut pas faire plus que ça parce qu'il nous a promis 60%. S'il nous avait donné en dessous de 60%, vraiment on allait se plaindre. Mais comme il nous a donné le prix, les 60% qu'il a dit, bon, on va prendre ça comme ça.
Cette parole donnée et respectée a permis aux producteurs de faire des investissements dans l'immobilier avec les cours mondiaux de BE sur les 4 ans après la réforme. Le quartier où nous nous trouvons, ils avaient plusieurs lots qu'ils avaient abandonnés. Mais depuis 2 ans, ils ont commencé à se rattraper. Ils ont commencé à bâtir des maisons. On est beaucoup dans la famille. C'est à cause de ça que j'ai fait rentrer au coucher d'abord. Bon, il sait que si le prix est toujours normal, il va essayer d'échanger encore pour faire un petit villa ou bien un étage aussi. Comment faire face à ces variations conjoncturelles des prix, sécuriser le revenu des producteurs et contribuer à la durabilité de la cacaoculture? Les paysans cacaoculteurs ont leur petite idée. En faisant un peu de tout, quand une filière ne va pas, l'autre va, tu peux te rattraper là-bas. Mais si tu restes sur une seule filière, si cette filière-là est perturbée, vraiment c'est un peu dur pour toi. À la diversification des spéculations, les pouvoirs publics veulent associer la transformation de ces produits et ce sera le début de la fin du yo-yo des cours mondiaux et ses conséquences, pas toujours favorables aux producteurs. Bientôt 3 ans que le projet d'appui au secteur agricole a démarré dans le sud Comoé. Ce projet, financé en partie par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire, a permis la création de plusieurs plantations d'EVA et de palmiers à huile. À quelques mois de la fin de ce projet, les paysans producteurs souhaitent le renouvellement de l'appui financier. Explication Francis Boifo, Thomas Onguessambi. Du matériel végétal amélioré, subventionné à hauteur de 95% par le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire PESAC, est prêt à être livré aux petits producteurs d'EVA dans la région du Sud Comoé. Avec le projet PESAC, le planté paie 10 000 francs. Maintenant, si c'est avec le particulier, le planté paie 210 000 francs. Le PESAC dans le sud Comoé, c'est un projet pilote financé par le groupe de la Banque mondiale, la France à travers le C2D, l'État de Côte d'Ivoire et les filières EVA et palmiers à huile. Le plan il coûte cher, mais avec la PESAC, j'ai à 80 000 par hectare. Par rapport aux autres sociétés, les autres sociétés, c'est 140 000 par hectare. L'administrateur du groupe de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire est allé apprécier les travaux réalisés dans la région. J'ai été véritablement impressionné par l'enthousiasme des femmes et des hommes et des jeunes qui travaillent dans cette filière-là et qui bénéficient, grâce, entre autres, à l'appui de la banque, de formations techniques pour pouvoir réussir dans la mise en œuvre des itinéraires techniques dans leur domaine de spécialité. Beaucoup reste à faire cependant pour permettre aux paysans d'augmenter la production de palmiers à huile, EVA et d'avoir facilement accès au marché à 6 mois de la fin du projet. Il y a près de 2000 hectares de demandes qui nous sont exprimées. Nous sommes mobilisés pour rassembler des ressources internes. Mais en même temps, nous souhaitons l'accompagnement du gouvernement ivoirien ainsi que de nos partenaires techniques et nous permettre de faire profiter à davantage d'Ivoiriens les bienfaits du projet PESAC. Autrement dit, les producteurs souhaitent un autre projet d'appui au secteur agricole, le PESAC 2. La Banque mondiale va décider dans 6 mois. Pour le PESAC 1, l'institution a déboursé au total 25 milliards de francs CFA, soit plus de 30% du coût global du projet. Faisons maintenant une escale dans la filière mangue. La mangue est le 3e fruit le plus exporté par la Côte d'Ivoire après la banane et l'ananas, avec au total 46 000 hectares occupés par la culture de ce fruit. Mais la filière doit faire face à la compétitivité pour profiter au mieux du marché mondial. Il faut donc la redynamiser et pour en savoir davantage, Kwadio Kwame et Adama Kone. Elle alimente depuis quelques jours le menu des Ivoiriens. La mangue est de retour et c'en est d'ailleurs la campagne. Ici, au cœur fruitier au plateau, le fruit est bien exposé. Les mangues qui sont là sont bien. D'autres sont mûres. Je peux par exemple mettre dans mon réfrigérateur, puis les soirs après le dîner, prendre un dessert. Les mangues qui t'accorogo, puis ça vient ici. Ça c'est greffe. Ça c'est mangue pomme. Ça, c'est Kent. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent acheter puisqu'on fait des bons prix. On a les bons prix ici, nous sommes des grossistes. On vend des bonnes qualités. La qualité, c'est le premier défi que doit relever la filière mangue. L'enjeu est de taille. Le marché mondial est très exigeant.
Sur les 150 000 tonnes produites en 2016, seulement 32 000 tonnes ont été exportées. Et les opérateurs de la filière en sont conscients. Il s'agit d'intégrer davantage notre pays dans la chaîne des valeurs mondiales de cette spéculation afin d'accroître les revenus des acteurs ivoiriens de la filière. Loin d'Abidjan, au pied des manguiers, les experts venus de 7 pays africains, de l'Union européenne et des États-Unis ont planché sur la compétitivité de la mangue et l'accroissement des exportations. Bien plus, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, il est clair qu'il faut exporter des produits finis pour capter le plus de valeur. L'idée d'industrialisation prend alors forme. Nous accueillons avec une très grande satisfaction l'annonce de l'installation toute prochaine par la compagnie Jab Dried Fruits Product de 3 unités de 30 tonnes chacune par an, soit 90 tonnes de mangue séchée dans le district de Savane. Le symposium international de Korogo sur la mangue était le premier du genre. Il s'est également attardé sur la levée des barrières techniques et phytosanitaires pour une mangue qui donne plus de saveur aux acteurs de la filière. C'était le grand angle de ce 20h consacré au secteur agricole. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne a échangé récemment avec Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA. C'était à Daoukro. Notre reporter Abou Sanogo y était. Son compte rendu. Luis Prados, ambassadeur du Royaume d'Espagne accrédité en Côte d'Ivoire, à Daoukro chez le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Une rencontre qui, selon le diplomate espagnol, a porté sur l'état des relations de coopération existantes entre le Royaume d'Espagne et la République de Côte d'Ivoire. Relations qui, au dire du diplomate, sont au beau fixe. L'Espagne est devenue un partenaire très important de la Côte d'Ivoire au niveau économique particulièrement. Les relations politiques ont toujours été très bonnes. On a échangé sur les possibilités, les différentes options qu'il y a aussi pour promouvoir des nouvelles initiatives dans chaque domaine. Les domaines de la coopération, et, par exemple la coopération maritime, le domaine de la coopération au niveau du tourisme, les domaines de la promotion des investissements dans tout ce qui est en rapport avec la transformation des produits agricoles et les infrastructures de transport énergétique, et de l'eau. Cette visite de courtoisie s'est achevée par un échange de présents. Au RDR, le Rassemblement des Républicains s'active autour de la tenue du 3e congrès. Le secrétaire général par intérim du parti a animé une conférence de presse. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, Amadou Soumaro a annoncé les pré-congrès qui se tiendront du 27 au 30 avril prochain. Les précisions avec Alexis Ouedraogo. Un congrès de rémobilisation et de solidarité militante, d'où l'idée d'un pré-congrès régional où les militants auront l'opportunité de s'exprimer librement et en toute responsabilité. C'est l'annonce qu'a faite Amadou Soumaro, secrétaire général par intérim du RDR, Rassemblement des Républicains, lors de sa rencontre avec les journalistes. Le bureau politique a décidé d'organiser le 3e congrès ordinaire, un congrès de remobilisation et de la solidarité militante. Pour ce faire, il était urgent. Il était urgent de discuter avec la base du parti afin qu'elle s'exprime sur toutes les questions majeures concernant la vie de la nation, concernant aussi la vie de notre parti, de leur parti. Les militants auront l'opportunité de s'exprimer librement, largement sur toutes ces questions avec responsabilité. Pour Amadou Soumaro, les résultats des pré-congrès régionaux ont un enjeu capital. Les participants à ces pré-congrès, il y aura nos secrétaires départementaux, nos commissaires politiques, les secrétaires de section et aussi nos élus, soit environ 16 000 congressistes sur l'ensemble du territoire national.
Selon le secrétaire général par intérim, les pré-congrès régionaux seront organisés méthodiquement. Les délégations, elles, seront mises en mission dès le 27 avril prochain sur toute l'étendue du territoire. En septembre 2016, le président de la République annonçait officiellement la candidature de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères est en ce moment même aux États-Unis dans le cadre de cette candidature. Nous sommes donc en direct avec notre envoyé spécial à New York, Michel Digré. Bonsoir Michel Digré. Quels sont les véritables enjeux de cette mission à New York ? Oui, bonsoir David Mobio. Nous sommes à New York devant le siège des Nations Unies. Ici, il est un peu plus de 16 heures. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire sollicitera le 2 juin prochain auprès des membres des Nations Unies le vote pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité. Après donc 25 ans et 2 mandats, c'est-à-dire de 1964 à 1965 et de 1990 à 1991, le pays souhaite à nouveau intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Et le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire est arrivé ce lundi à New York. Marcel Amontano est là pour mobiliser la communauté internationale autour de cette candidature de la Côte d'Ivoire. Au cours donc de ces 4 jours, il aura à participer à des panels de haut niveau. Il rencontrera également des personnalités pour leur montrer, mais mieux leur démontrer les aptitudes de la Côte d'Ivoire à siéger au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent, comme il a déjà fait au mois de février dernier à Genève au cours de la 34e session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Nous essayerons donc au cours des prochaines éditions de vous proposer les grandes étapes de cette mission du ministre des Affaires étrangères à New York. Bonne suite de programme David Mobio dans ce somptueux décor. À vous, le studio. Merci à vous, Michel Digré, en direct de New York aux États-Unis. Revenons sur l'action humanitaire. Des millions d'enfants ne sont pas inscrits à l'école selon l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies en charge de l'éducation. Et 2 millions d'enfants sont également sans extrait de naissance, des chiffres que l'organisation souhaite voir réduits. Et pour y arriver, il faut un investissement de 70 milliards de francs CFA, nous dit notre reporter Konaté Moussa. Un petit tableau, des élèves assis sur des tables bancs en plein air, sous ces tables. C'est dans ces conditions que ces enfants apprennent à lire et à écrire. À un pas de là, une baraque sous laquelle Noël dispense les cours. Une école de fortune fondée par ce jeune volontaire à la Riviera Bonoumé dans la commune de Cocody. C'est en 2010 que je suis venu dans ce quartier. Et quand je suis arrivé, les jours... Voilà, donc nous allons aller directement au Mali. Ce pays a un nouveau gouvernement du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Ce nouveau gouvernement donc compte 35 ministres. La nouvelle équipe comprend 7 femmes contre 8 précédemment. Donc nous allons terminer ce journal en Afrique du Sud où l'opposition continue de réclamer la démission du président Jacob Zuma. Ce mercredi, des milliers de manifestants se sont retrouvés à Pretoria, la capitale. Alexis Ouedraogo. Des échauffourées ont éclaté lors de manifestations pro- et anti-Zuma à Johannesburg. Le chef de l'État sud-africain Jacob Zuma est de plus en plus contesté. Le limogeage du ministre des Finances, suivi de la dégradation de la note souveraine du pays, ont provoqué la colère des manifestants qui sont descendus dans la rue réclamer sa démission. Plus de 60 000 personnes ont défilé dans la ville sud-africaine dans des rassemblements essentiellement pacifiques, même si au moins 4 personnes ont été blessées. Les pro-Zuma se sont également réunis pour soutenir leur leader. Ainsi va le monde en ce mercredi. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.